Maîtriser ces fondamentaux est l'exigence de toute entreprise. Mais c'est en les portant vers l'excellence que votre entreprise deviendra encore plus performante. Cherchez toujours à vous surpasser et vous pourrez réaliser ce qui semblait jusqu'alors impossible. Alors, même dans un mauvais jour, vous serez un bon. Trop d'effets. Osez. Soyez Tiger. Accenture. Conseil, technologie, externalisation. Accenture. High Performance Delivered. Michael Jackson a ordre de se rendre à la police. Un mandat d'arrêt a été lancé contre lui et une caution de 3 millions de dollars a été fixée. Le plus célèbre chanteur du monde serait de nouveau impliqué dans une affaire d'abus sexuel sur un adolescent. Depuis Las Vegas, il nie et parle d'accusations injurieuses. Mais cette fois, c'est sûr, Bambi risque gros. Et salut Soufa. Le procureur de Santa Barbara en est convaincu, Michael Jackson peut tomber. Même s'il ne donne aucun élément sur les résultats de la fouille du domaine de Neverland, le procureur croit son dossier solide, suffisant pour affronter l'armée d'avocats de la défense. Certains ont dit que cette affaire avait un goût de déjà-vu, que c'était le coup d'une famille qui voulait obtenir de l'argent de la star, mais c'est un dossier différent du précédent. Contrairement au scandale de 93, la victime est cette fois prête à témoigner et il n'y aura pas de procès parallèle au civil pour obtenir de faramineux dommages et intérêts. La star pourrait goûter à la prison. Il risque au minimum 3 ans, au pire 8 ans. Mais comme il s'agit d'accusations d'abus répétés, en cas de condamnation, le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire permettant de cumuler les peines. Avant de fixer une quelconque date pour le procès, le roi de la pop doit se rendre de lui-même aux mains de la justice américaine. Sa caution est fixée à 3 millions de dollars et pour éviter toute fuite du territoire, il devra rendre son passeport. Et la police a appelé les autres victimes éventuelles de Michael Jackson à se faire connaître. George Bush dîne à la table de la reine Elisabeth. C'est le clou des cérémonies liées à la visite du président américain au Royaume-Uni. Le banquet a commencé par le traditionnel échange de toasts. Nos deux pays sont fermes dans leur détermination à vaincre le terrorisme, a souligné la reine. Un avis que ne partagent pas les centaines de manifestants qui ont hué George Bush sous les fenêtres de Buckingham Palace aujourd'hui. Demain, il pourrait être 100 000 dans les rues de Londres. Élise Roire. Au menu rédigé en français, blanc de poulet au basilic. À sa gauche, une Altesse royale qui rappelle en être à son 8e président américain. Contrairement aux États-Unis, les chefs d'État britanniques ne sont pas limités à 2 mandats de 4 ans. Levons nos verres à nos idéaux communs. Le respect mutuel, l'amitié entre nos deux pays sont profonds, permanents. Bien qu'un rien troublé jusque sous les fenêtres du palais par cette rue qui ne rangera ses pancartes qu'avec le départ de George W. Bush demain, troublé par les dizaines d'interpellations, par l'absence de gestes du président américain à l'adresse de son allié, critique de l'attitude européenne vis-à-vis de l'Iran, des Palestiniens, pas d'annonce en vue non plus sur Guantanamo ou sur l'acier surtaxé lors du déjeuner qu'offre Tony Blair ce midi. Ce sera juste avant l'image du jour, sur Trafalgar Square où l'on attend 100 000 manifestants autour d'un George W. Bush de 6 mètres de haut, géant de papier déboulonné, comme la vulgaire statue d'un vulgaire dictateur. Au Proche-Orient, le Hamas et le Djihad islamique, les deux principales factions palestiniennes, acceptent de se retrouver au Caire début décembre pour discuter d'une trêve avec Israël. Le Fatah de Yasser Arafat sera également présent. L'actualité en France, 7 universités sont maintenant touchées par la grève et le mouvement pourrait encore s'étendre. À l'origine de la grogne, le projet de loi de modernisation des universités qui devrait aboutir à une plus grande autonomie des établissements et puis l'harmonisation européenne des diplômes. Le reportage à Rennes de Servan Adron. Portes bloquées, piquets de grève à l'entrée des amphis et un hall d'accueil transformé en véritable quartier général. Ici, pratiquement aucun cours n'a eu lieu depuis le 5 novembre. Les amphithéâtres sont vides ou occupés par de petits groupes de grévistes. Au fil des jours, le mouvement, initié par les syndicats étudiants, prend de l'ampleur. Ça s'amplifie pour moi. Ouais, parce qu'au départ, j'étais pas avec, mais maintenant que les blocages de cours ont lieu, ça m'a permis de m'informer déjà et de me sentir intéressée par le mouvement et donc de m'impliquer. Donc les blocages des cours, ça sert aussi à ça, quoi.
Et la mobilisation continue aussi à l'extérieur. Les étudiants multiplient les actions d'information auprès du grand public. Au centre de leurs préoccupations, la mise en place de l'harmonisation européenne des diplômes et le projet d'autonomie des universités. Il faut qu'on explique qu'on est contre la privatisation des universités, contre la hausse des droits d'inscription et tout ça. Parce que ça va faire une école publique, il n'y aura plus d'école publique, toutes les écoles supérieures vont devenir élitistes et il n'y aura plus que les riches à pouvoir faire des études et ça nous on ne veut pas. Au départ, seule dans la contestation, l'université de Rennes 2 a été rejointe ces derniers jours par celle de Paris 13, Strasbourg, Grenoble et Nantes. Les députés étudient depuis cet après-midi le projet de loi sur le revenu minimum d'activité, le RMA, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne fait pas l'unanimité. Les socialistes parlent de projet dangereux qui remet en cause le SMIC. L'UDF exige des amendements. Sur le terrain, les avis sont partagés. Le reportage et les explications de Delphine Cluzec. Il y a plus d'1 an, nous avions rencontré Nathalie, une RMiste pour qui le revenu minimum d'insertion n'aidait pas à se réinsérer, justement. On va signer en fait ce contrat d'insertion. On peut marquer n'importe quoi, après tout, on signe et puis on s'en va. Et on est tous oubliettes en fait. Depuis, Nathalie a décroché des petits boulots. C'est pour toutes ces personnes qui peinent à reprendre pied sur le marché du travail que le revenu minimum d'activité a été créé. Un contrat de travail de 20 heures par semaine en entreprise devrait être proposé aux RMistes pour une durée maximale de 18 mois. Ils toucheront toujours le revenu minimum d'insertion. L'employeur n'ajoutera qu'un complément de 183 € qui portera le RMA à 594 € par mois. Pour les associations de chômeurs, ce dispositif bénéficie surtout à l'entreprise qui n'a aucune obligation d'embauche et trouve là une main-d'œuvre très bon marché. Ils vont pouvoir embaucher 2, 3 RMAs à la place d'un seul SMIC puisque le coût de ce contrat est bien évidemment dérisoire. Quand il faut faire le choix de se loger ou de se nourrir, on ne peut pas faire de projet, et quel qu'il soit. Aucune insertion n'est possible, aucun projet n'est possible tant qu'on reste sur des revenus de misère. D'après les opposants au projet de loi, le RMA risque donc de maintenir ces travailleurs dans la précarité au lieu d'être une passerelle vers un emploi durable. Le fonds italien qui a officiellement repris Air Littoral n'a toujours pas versé les 11 millions d'euros qu'il s'était engagé à apporter à la compagnie. Du coup, les autorités de l'aviation civile lui ont donné jusqu'à demain midi pour régler la somme. S'il ne le fait pas, Air Littoral pourrait perdre sa licence et de nouveau être menacé de faillite. Justice, 2 ans de prison avec sursis ont été requis contre le directeur d'une maison de retraite de Livry-Gargan en Seine-Saint-Denis. Il comparaissait pour homicides et blessures involontaires après un incendie qui avait fait 14 morts et 20 blessés en décembre 1998. C'est un court-circuit qui avait provoqué le sinistre. Le jugement a été mis en délibéré au 21 janvier. Un accident sur le chantier du TGV Est. 3 ouvriers ont été blessés, dont 2 grièvement, dans la chute d'un échafaudage à hauteur de Vendières, en Meurthe-et-Moselle. Les victimes travaillaient sur un ouvrage de franchissement de la Moselle sur une tour d'étaiement lorsqu'elle s'est affaissée. Et puis à Saint-Nazaire, le travail a repris depuis hier au chantier de l'Atlantique. Au pied du Queen Mary 2, la passerelle qui s'est effondrée samedi a été retirée de la cale sèche et transportée à proximité pour les besoins de l'enquête. 15 personnes ont, je vous le rappelle, perdu la vie dans le drame. À Strasbourg, la mairie menace de retirer son aide financière au projet de grande mosquée si les principes d'un islam républicain ne sont pas respectés. Parmi ces principes, le prêche en français et l'engagement à lutter contre la délinquance dans les quartiers populaires. La communauté musulmane s'insurge. Elle pourrait bien se passer de ce financement municipal à hauteur de 10%. Le reportage de Stéphanie Lafuente. Voici le projet initial de la grande mosquée de Strasbourg. En mai 2000, l'ancienne municipalité s'était engagée à financer 10% du montant total des travaux. Aujourd'hui, ce financement n'est pas remis en cause, mais soumis à certaines conditions qui ont choqué la communauté musulmane. Point sensible, la mairie reproche aux imams de ne pas s'impliquer suffisamment dans la lutte contre la délinquance. La délinquance n'a rien à voir avec la couleur de la peau, mais ils sont influents, comme sont influents d'autres acteurs de la vie sociale, et nous comptons aussi sur eux. Le tandem Grossman-Keller demande également une position claire sur le port du foulard et souhaite que les prêches se fassent en français. La municipalité craint aussi qu'une partie des financements proviennent de pays étrangers. J'ai dit à maintes reprises que nous avons fonctionné jusqu'à maintenant, durant 20 ans, avec nos propres moyens, indépendants. Nous savourons, j'ai dit, texto, nous savourons notre liberté. Et ce n'est pas... C'est aussi un procès d'intention qu'on nous fait. Autre point de désaccord, la vente de l'actuelle mosquée prévue au départ pour financer les travaux, elle serait conservée par la communauté comme un lieu culturel.
Une nouvelle délibération va avoir lieu au conseil municipal. Résultat, la première pierre de la grande mosquée ne sera pas posée cette année. Les caves des cités strasbourgeoises seront encore utilisées pour quelques mois. On passe au sport. L'Espagne jouera l'Euro 2004 de football. Les Espagnols se sont qualifiés lors du match de barrage retour face à la Norvège, 3-0 à Oslo. Trois buts, dont celui de Joseba Echeverria, qui, vous le voyez, récupère de la tête le dégagement du gardien. Un gros coup de chance. Et on le revoit au ralenti. La Russie, les Pays-Bas, la Croatie et la Lettonie se sont également qualifiés ce soir. Grosse surprise, en revanche, la Turquie ne jouera pas l'Euro 2004. En tennis, la France et la Russie sont à 1 partout en demi-finale de la Fed Cup. Anastasia Miskina a égalisé pour la Russie ce soir en battant la Française Mary Pierce. Un match accroché, comme en témoigne le score, 4-6, 7-6, 7-5. Et puis un peu plus tôt, Amélie Mauresmo a facilement battu Vera Zvonareva en 2-7, 6-2, 6-2, offrant donc le premier point à la France. Et demain, on échange les partenaires. On connaît la date de l'ouverture des soldes, ce sera le 8 janvier et ça durera 6 semaines sur une grande partie du territoire. L'an dernier, on avait eu droit qu'à 4 semaines. Les Parisiens en privilégié commenceront 24 heures avant les autres, le 7 donc. La clôture à Wall Street, le Dow Jones gagne 0,69%, le Nasdaq progresse de 0,95%. À Paris, baisse du CAC 40 de 0,28% à 3343 points. À suivre d'autres informations sur LCI. Demain, profitez-en, l'ensoleillement va s'élargir sur un grand nombre de régions. L'anticyclone qui trône actuellement sur le pays va favoriser la présence du soleil. Il fera défaut uniquement sur l'extrême nord-ouest. Demain matin, les nuages sillonneront encore largement le ciel des régions en bordure de Manche et au nord de la Seine. Dans l'après-midi, la grisaille se disloquera, laissant échapper de maigres éclaircies en Normandie, en Picardie, sur le bassin parisien, le Nord-Pas-de-Calais et les Ardennes. Ailleurs, l'ensoleillement sera à son maximum du sud-ouest à l'Auvergne, du Poitou-Charentes à la région Rhône-Alpes. Petite faiblesse du soleil sur le Languedoc-Roussillon avec des nuages remontant de Méditerranée. Un léger voile atténuera la luminosité sur le sud-est et la Corse. On regarde les températures de demain matin, à la hausse dans le sud, à la baisse au nord. Cela vous donne 1 degré à Grenoble, 2 à Strasbourg, 6 à Nîmes, 8 à Paris, 12 à Nice et Ajaccio. Demain après-midi, les températures se stabilisent. Elles s'échelonneront entre 10 à Lille et 21 en Corse en passant par 12 à Paris. L'anticyclone risque de nous accorder un sursis de beau temps pour vendredi. La pluie tentera en vain de balayer le pays, bloqué sur la Bretagne. Elle fera du surplace. Vendredi, la pluie sera bretonne. Quelques gouttes aussi sur le Cotentin. Des nuages sur les côtes picardes, des remontées nuageuses sur le Languedoc. Ailleurs, le soleil gardera la main. Samedi, la pluie continuera d'arroser Bretagne et Normandie, tandis qu'une nouvelle onde pluvieuse sévira dans le sud-est. Avantage au soleil partout ailleurs. La dégradation attendue est annoncée pour dimanche. L'anticyclone devrait lâcher son emprise sur la France. Une Suédoise pour commencer la chronique de la semaine. La dernière petite berline signée Volvo. C'est la S40. Elle fera son apparition en France au premier trimestre 2004. Dès le premier coup d'œil, on vérifie que Volvo conserve la même charte stylistique. C'est une S60 en plus réduit, un écart de 11 cm. La nouvelle S40 mesure 4,47 m. Plus courte, plus large et plus haute que sa devancière. On retrouve les mêmes plis qui séparent le pavillon de la partie basse. C'est élégant et cohérent par rapport à la gamme du constructeur suédois. Volvo a pris la référence d'une coque de bateau. La proue est plus arrondie, le capot est bombé, la calandre sportive. La poupe est plus étroite. Elle vient ponctuer une silhouette qui séduira. On dirait le profil d'un coupé, alors qu'il s'agit bien d'une berline qui donne un espace intéressant et suffisant à l'arrière. Mais c'est à l'intérieur que la voiture propose la plus jolie surprise, la console centrale. Toute nouvelle, parfaitement inédite. Les designers suédois ont dessiné un objet simple, pur, une colonne très fine qui commande les touches du téléphone, de la radio, du lecteur CD, de la climatisation. Ergonomie parfaite et simple. L'écran digital du navigateur GPS est logé dans la planche de bord. C'est une habitude chez Volvo. Côté moteur, le Suédois annonce le fameux 5 cylindres, le T5 de 220 chevaux en 2 et 4 roues motrices. Des 4 cylindres essence également, mais aussi en diesel, le 2 litres HDI 136 chevaux, issu de la collaboration entre PSA et Ford, la maison mère de Volvo.
Bref, tout cela met l'eau à la bouche, car on peut raisonnablement penser que cette berline élégante aura un comportement routier impeccable. La Suède, toujours avec le nouveau cabriolet Saab 9.3. C'est un modèle toujours très attendu, car il a fait l'image de marque de la firme suédoise qui, elle, évolue au sein du groupe General Motors, numéro 1 mondial. Classique, la voiture reste fidèle à la capote en toile, 3 épaisseurs. Elle peut se décapoter électriquement jusqu'à la vitesse de 30 km/h. On se demande si c'est bien prudent. Étonnamment, cette capote n'améliore pas l'insonorisation de la voiture. Par rapport à l'ancien modèle, la Saab 9.3 cabriolet améliore ses performances et le confort. Le moteur 2 litres turbo de 175 chevaux est tonique. Les reprises sont efficaces. En revanche, le freinage est moins convaincant. Le moins cher de ces cabriolets 9.3 est le modèle 1,8 litre de 150 chevaux, 33 900 €. Le plus cher est le 2 litres de 210 chevaux, 43 500 €. Face à la concurrence, le rapport qualité-prix est tout à fait convenable. Une curiosité maintenant, les premières images de la nouvelle Jaguar Estate. C'est un break assez inattendu proposé sur la X-Type qui a déjà digéré le lancement d'un diesel, lui aussi surprenant. La voiture sera commercialisée en 2004 avec les mêmes moteurs que la berline, 2 litres, 2 litres 5 et 3 litres V6 et le tout nouveau diesel 2 litres, 130 chevaux en traction avant. Pour le plaisir enfin, l'Aston Martin DB9, dévoilé récemment à Francfort. Ce coupé luxueux, défendu par le groupe Ford, succédera à la DB7 au printemps 2004. Le prix devrait se situer autour de 150 000 € pour une mécanique impressionnante, moteur V12, 6 litres, 450 chevaux. Il a été travaillé pour apporter de la souplesse et de l'agilité. Le son du moteur a évidemment été soigné. Cette beauté fait une synthèse d'aluminium pour le châssis et la carrosserie, de cuir bien sûr et de bois précieux. Les concerts de Radio France. Mercredi 26 novembre au Théâtre des Champs-Élysées, l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Myung-Whun Chung avec Christine Schaeffer en soliste, interprète Richard Strauss et Ludwig van Beethoven. Un partenariat LCI Radio France. Cette semaine, ça donne envie, brûle du bois de la passion. La passion d'une vie, celle de Niménio II pour les taureaux. Une passion faite de peur, de courage et de mort. Une histoire vraie interprétée par Philippe Cobert sur la scène du théâtre du Rond-Point. La passion des mots qui se mêlent, s'en mêlent et riment sur le fil de la vie pour MC Solar. Le rappeur sort un nouvel album, Maxis. Et puis encore de la musique, de la photo et des livres. MC Solar, bonjour. Vous chantez en ce moment que la vie est belle. C'est le titre phare de votre dernier album, Maxis. Bonjour. Bonjour. Philippe Cobert, bonjour. Bonjour. Vous trouvez que la vie est belle, vous ? Oui, en gros, oui, quand même. Oui. Oui. Elle est dure, mais elle est pas mal, disons. En ce moment, vous racontez une autre vie, c'est celle de Christian Moncouquiol. C'est un récit de son frère, Alain Moncouquiol, qui était sorti en 1997. Ça s'appelle Recouvre-le de lumière. Ça raconte donc l'histoire de ce premier grand torero français décédé en 1991. Est-ce que pour vous, celle-là, c'était une belle vie ? Ah, je pense, oui. Je pense que ça a été une vie courte, évidemment, mais une vie pleine de passion, d'aventure, de rêves. Et Alain s'est consacré à son petit frère, voyant qu'il avait un talent et un courage extraordinaire. Et ils sont vraiment parvenus à ce qu'il devienne un des plus grands toreros de l'histoire. C'est reconnu à titre posthume, sans doute. Non seulement français, mais même internationaux. Vous avez inauguré ce spectacle en juin dernier, justement dans les arènes de Nîmes, ce qui était quelque chose d'assez incroyable. Là, c'était quoi exactement votre défi à vous, tout seul ? C'était de conter, de raconter une histoire, ou alors c'était de faire transpirer un homme et un taureau ? Moi, d'abord, mon métier, c'est de faire la farce. Je suis un farceur, mais comme tous les acteurs, j'aime jouer la tragédie aussi. Et finalement, ça se retrouve. J'avais fait un spectacle sur Aragon il y a quelques années, que j'avais joué pendant 2 ans, et j'ai eu envie après 5 années de comédie, de farce, et qu'est-ce que j'aime, mais j'avais envie de
de à nouveau donner la dimension peut-être tragique de ce que c'est que de faire ce métier, d'être sur la scène, sur la piste. Et donc pour vous, c'était plus physique ? C'était toujours pareil. Seul dans l'arène, parce que vous établissez un parallèle assez fort entre le théâtre et la corrida. C'est vraiment. Il y en a un, vous savez, la corrida, au-delà de toutes les polémiques que ça peut susciter, c'est un des derniers vestiges de l'origine du théâtre. Hein. C'est entre les jeux du cirque et l'art, quoi. C'est la première fois que on va pas voir ni un taureau ni un homme mourir dans une arène. On va voir un homme faire des choses incroyables malgré sa peur. Et dompter sa peur et dominer sa peur et faire des choses belles. Et en plus, c'est beau parce qu'un taureau de combat, il n'y a rien de plus beau, c'est extraordinaire. Alors, il y a aussi des choses laides, c'est pas la peine de le nier. Voilà. Orson Welles disait, le torero est un acteur à qui il arrive des choses réelles. Je trouve ça assez joli. Voilà, c'est-à-dire, on va tout de suite regarder ce que ça donne sur scène, comme ça tout le monde va pouvoir un peu comprendre. Votre voix donc dit le texte d'Alain Moncouquiol sur la destinée de son frère Christian, fou de tauromachie qui, entre raison et passion, a consacré sa vie à la reine. On regarde. Le triomphe, tu le sens déjà. Tu le sens dans le murmure du public, dans les cris de tes banderilleros. Bien, Christian, bien, torero. Pour quelques centimètres d'amour-propre, tu ne recules pas. Et la corde heurte violemment ta cuisse. Tu t'envoles dans les cris de la foule et tombes sous le mufle du taureau. Les cornes frôlent ton visage, s'acharnent sur ton corps. Tu te relèves en criant. C'est moi seul. Laissez-moi seul vivre comme je le veux. Nietzsche rêvait d'un dieu qui saurait danser, vous l'avez souvent cité dans vos spectacles précédents. Est-ce que la gestuelle du torero fait partie de cette danse-là, d'après vous ? C'est l'origine du théâtre, c'est la danse. Et c'est vrai que... Toré, c'est danser ? Et que, oui, c'est une sorte de danse, bien sûr. C'est une danse, encore une fois, c'est une danse sacrée parce que, évidemment, il y a la présence de la mort et surtout la présence du danger. Pour revenir au texte Recouvre-le de lumière, donc que vous jouez en ce moment au Théâtre du Rond-Point, Christian, qui est le cadet, va grandir et devenir plus grand que les autres. Quand son frère Alain le décrit, est-ce qu'on comprend pourquoi il est devenu plus grand que les autres et toujours plus grand que les autres ? Quel était son ingrédient à lui ? Alain dit c'est parce qu'il était plus courageux. Il allait plus près des cordes. Et je pense que c'est très étrange dans cet art. C'est véritablement un art. Là, justement. La notion de courage intervient énormément dans le talent. C'est-à-dire le talent et le courage sont très proches. Le courage, c'est avant, pendant, tout le temps, c'est braver la raison, c'est faire des choses déraisonnables, c'est faire des choses que la raison, voilà, c'est prendre des risques inconsidérés parfois. C'est l'inverse de l'état actuel d'esprit général. Et moi, je suis d'autant plus admiratif de ça que je n'ai aucun courage physique. J'ai très très peur de la bagarre, des choses comme ça. De monter sur scène ? Enfin, c'est peut-être le seul endroit où j'essaie de faire preuve de courage, c'est quand je suis, en effet, en montant sur la scène et en faisant des choses peut-être qui sortent de l'ordinaire et qui sont un peu limites, des fois, qui sont un peu... Par exemple, voilà, je fais la comédie, d'un seul coup, je fais ce texte qui est sérieux et tout ça. Le problème, c'est qu'après la grandeur, il y a souvent la décadence, et d'ailleurs, ça a été le cas de Niménieux 2. Non, pas du tout, attention, vous êtes encore en train de grandir. Ah bon, le 10 septembre 1989, donc le Miola Panolero, un taureau gris, l'a tué professionnellement dans les arènes d'Arles. Il va être survivant, mais il va choisir de se suicider le 25 novembre 1991. Quand Alain écrit tout ça, il était à la fois son impresario, à la fois il était un peu la moitié d'une même entité, c'est-à-dire ils tauraient ensemble, il y en avait un qui était au creux de l'arène et l'autre pas. Est-ce que quand Alain écrit, est-ce qu'il y a une culpabilité aujourd'hui ? Est-ce que ce texte que vous dites est un texte de culpabilité ? Oui, je crois beaucoup, et puis de douleur et d'amour. C'est surtout, d'ailleurs, pour moi, mon spectacle, ce qui m'a surtout plu dans ce texte, c'est là où j'ai un peu trompé, entre guillemets, les gens de Nîmes, mais je les ai trompés, j'espère, pour la bonne cause. C'est que surtout, c'est un texte d'amour extraordinaire entre deux frères, et que l'amour fraternel, c'est une chose étrange, et que je connais, j'ai 2 petits frères, et que Alain dit qu'il aurait préféré ne pas jamais l'écrire, ce livre. Il est inconsolable de la mort de son frère. C'est aussi une mise à distance de la corrida énorme. Quand il sent que son frère va mourir, il n'en a plus rien à foutre des taureaux, des toreros, de la mythologie, de tout ça. Il ne pense plus qu'à la vie de son frère, et il y a toute une partie du spectacle où simplement c'est l'histoire de son frère qui est tétraplégique et qui essaye de retrouver la mobilité de ses gestes, qui y parvient, mais lui veut
retoréer. Et à partir du moment où il comprend qu'il ne pourra pas retoréer, il préfère renoncer à la vie. Alors on peut trouver ça contestable, mais moi j'ai du respect pour ça. Ça, je respecte. Vous, MC Solar, je ne sais pas s'il y a une culpabilité quand vous écrivez. On a l'impression, c'est quand même un album assez sombre. On a l'impression que c'est un peu un homme coupable par rapport à tout ce qui ne va pas dans le monde. Et il y a aussi un côté guerrier à côté de ça. J'aime bien me placer comme ça, comme une sorte de gladiateur. Alors on s'approche aussi de la tauromachie, comme une sorte de desperado qui essaye voilà, le monde est hostile et comment s'en sortir. C'est un peu comment je me suis placé. Mais c'est justement avec Maxis, vous nous embarquez dans un engin surpuissant, on pourrait dire, pour faire ce tour du monde, et un monde qui est complètement sombre. D'où vient ce sentiment? On a l'impression que vous avez réellement évolué ces dernières années, en tout cas depuis le précédent album, et que vous voyez plus les choses avec le même regard et sous le même spectre. Un petit peu. Je regarde l'actualité depuis quelques années. Et curieusement, le vocabulaire que j'entends sur les chaînes d'information, dans la rue, etc., est un vocabulaire très guerrier, militaire, sécessionniste, religieux, mais pas le bon côté de la religion, mais plutôt un repli sur plein de choses. Alors finalement, moi j'aime raconter des histoires sympathiques, positives, pour danser, récréatives et tout ça. Et puis le vocabulaire arrive. Alors c'est toujours quelqu'un qui est confronté avec le système, qui cherche à être... qui cherche le bien, qui cherche, l'amour d'une femme, qui cherche à faire des beaux voyages. Et puis, la réalité arrive toujours à un moment donné. Mais qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans votre vie? Parce qu'on disait souvent, MC Solar est un rappeur gentil, parfois même on vous critiquait, parce qu'un rappeur, ça doit être très revendicatif, on doit dénoncer les maux de la société. Et c'est sur en quoi, d'ailleurs, vous êtes atypique. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie à ce moment-là? Je crois que en partant de l'individu, je suis passé ensuite au local, en regardant ce qu'il y avait à côté de moi, et puis après je suis allé d'une façon un peu plus globale. Et puis j'ai refait le tour, et je suis revenu à un individu qui se dit que autour de lui, qu'il a du mal à faire changer les choses. Vous êtes devenu un chanteur engagé, c'est ce que ça veut dire? Peut-être un petit peu, alors pas engagé comme un gars qui fait des manifs ou qui a des slogans ou des tracts, mais peut-être conscient, non? Un petit peu conscient. Je vois mes neveux, je me dis tiens, offrons-leur de la lumière, formons des combattants du bonheur, des combattants de l'arc-en-ciel. Et on va regarder tout de suite comment vous voyez La vie est belle. Moi je suis un missile, je suis pas coupable. On me guide par satellite pour faire un travail impeccable. Toutes les technologies sont mises à mon service dans le but de chasser le mal et que jaillisse un monde peace. Puis dans un porte-avions et fixe qu'on me demande ce soir je dois frapper un type qui est tout seul dans sa chambre. Je suis un oiseau sans aile, suppositoire de faire 500 km à faire et puis pour lui c'est l'enfer. Ça y est, je suis parti, je vole vers son domicile et je préserve la paix en commettant des homicides. Je perce les nuages verts, l'abscisse est l'ordonnée, objectif mémorisé, je connais les coordonnées. Je suis de fer, lui de chair, arrive à l'improviste, vol au-dessus des manifs de ces millions de pacifistes. Au nom du Père et du Saint-Esprit, de l'imam et du rabbin, plus jamais ceci. Bon là, comme on l'a entendu, La vie est belle, c'est un titre en forme d'ironie évidemment. Quel message souhaitez-vous faire passer à travers une chanson comme celle-ci? Là, c'est un message vraiment pour l'innocence qui est touchée. Il y a l'histoire d'une famille qui est quelque part et qui pour se protéger, elle est dans le mauvais côté, elle est dans l'axe du mal entre guillemets. Ça c'est votre truc, l'axe du mal. Oui, alors pour se protéger, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ferme la serrure parce qu'ils ont vu ça ils ont vu des avions partir à la télévision grâce à des paraboles. Et puis d'un autre côté, il y a un missile qui a été construit, il pensait peut-être devenir un avion, avoir des ailes et un train d'atterrissage, et en l'air, quand on lui a mis son abscisse et son ordonnée, il s'aperçoit qu'il a rien, il s'aperçoit que c'est un missile. Et c'est leur rencontre. Alors bien sûr, il y a un second degré, mais on se rend compte que les deux, c'est-à-dire la victime innocente et le missile innocent, partent finalement pour faire le bien, pour être... le bien, le mal, comme vous le chantiez déjà avec Gourou. Il y a quelques années avec Gourou. Alors vous écrivez toutes vos paroles, on vous a même surnommé le poète des mots, et vous ne composez pas et vous ne touchez pas aux machines. Comment s'est passé cette fois-ci et vous souhaitiez nous offrir quoi? Alors là, on voulait, à cause de Maxis, on va dire, on voulait casser les murs du son. Donc on voulait prendre plein d'options fermes, faire du jazz, faire de la musique africaine, Alors j'ai travaillé. Vous avez même fait appel à l'Orchestre National de Moscou, hein, c'est ça, pour des arrangements de cordes et de cuivre? Oui, parce qu'on voulait faire du cinéma pour les aveugles, une musique qui soit évolutive, qui soit pas juste une boucle de samples traditionnelle. Et avec la Black Rose Corporation, qui sont deux jeunes garçons très talentueux et qui
qui aiment la musique. Donc ils ont écrit des partitions, ils ont fait des odyssées. Et à un moment, c'est pas le petit synthé qu'il nous faut, c'est aller rencontrer des concertistes, des chefs d'orchestre pour donner vie, pour faire. En fait, c'est très régulièrement une bande son qu'on a sur cet album. Moi, il y a plein. C'est dans la continuité de ce que vous avez toujours fait, vous pensez? Aujourd'hui, vous définiriez comment? Comme un rappeur, et là je vais grossir le trait, ou comme un crooner? J'aime bien le côté crooner, hein, finalement. J'ai toujours aimé Barry White, et j'aime bien le côté crooner. Je fais des chansons d'amour, et je crois que je poursuis mon sillon, je suis mon propre prof et mon propre élève, et j'aime bien les cours que je me dispense et que je prends. Et donc je continue. On va tout de suite vous retrouver, crooner MC Solar, et vous, conteur Philippe Cobert, juste après d'autres informations sur LCI. Ils lisent tout, discutent avec les lecteurs, connaissent les auteurs. Chaque semaine, Valérie Expert donne la parole aux libraires sur LCI. Ils partagent avec passion leurs coups de cœur. Les meilleurs livres du moment, c'est dans les coups de cœur des libraires et c'est sur LCI.